vidéo à traiter ce soir. C'est l'enfer. Plus j'en ai, plus c'est long. Euh, Parce que en fait, je mets les vidéos sur YouTube, j'extrais leur transcription quand YouTube les a faites, donc à peu près 1 heure après, un peu plus des fois. Je passe la transcription dans une intelligence artificielle pour qu'elle me fasse un résumé et je remets la transcription dans la description de YouTube. Donc sur chaque vidéo, j'ai au moins 15-20 minutes de travail. Donc plus j'ai de petites vidéos, ben, plus j'ai de travail derrière. C'est pas grave, c'est le seul moyen d'avoir hop, des vidéos intéressantes sur le retour. Alors, j'ai lancé celle-ci. Oui, je lance celle-ci. Je partage celle-ci. Voilà. On a vu hier, ces drames vécus à 6 ans, tout ce qui était décodage biologique. Cet après-midi, c'est les blessures vécues en 6 ans, les défaillances parentales enfouies par loyauté familiale archaïque et ou les ressentis de la mère enceinte. C'est le fameux Y%. Alors, très souvent aux élèves, je leur dis, non, mais ça, tu te rends bien compte que c'est du Y, c'est pas du Z. Donc arrête de chercher du Z là-dedans, dans cette solution. Et si lui, il n'a pas confiance en lui, c'est bien que quelqu'un ne lui a pas donné. Donc tu ne vas pas régler sa confiance en travaillant dans le deuil non fait, ça marche pas. Ah oui, c'est vrai, c'est Y. Du coup, on a des petits codes comme ça. Le lexique est super simple, hein. Donc vous cassez pas la tête, je vais parler du Y%. Ok, alors là, j'ai besoin de votre attention parce qu'on rentre dans un sujet sérieux. Je vais vous poser une question. Je bute en blanc. De votre famille que vous avez eu enfant, ça veut dire vos parents et vous. De votre place où vous êtes aujourd'hui, vous diriez quelle était quoi? Il y a 6 propositions. Vous pouvez en choisir plusieurs. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste la réponse que vous sentez la plus juste, qui décrit cette famille que vous avez eu enfant. Alors je dis enfant, c'est 6-10 ans à peu près. D'accord? Allez. Un. Elle était normale. 3, elle était parfaite. 2, elle était toxique. 4, pas idéal, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, donc je ne peux pas leur en vouloir. 5, c'est grâce à ce que j'ai subi enfant que je suis qui je suis. 6, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour grandir, c'est-à-dire un toit, à manger, l'école. Plusieurs réponses. Quelles sont les autres? Je vous écoute. Moi, je peux Quelqu'un? pas, je peux répondre. Oui, bien sûr. Moi, c'était la 4 et la 6. La 4 et la 6, pas idéal, et j'ai eu tout ce que j'avais besoin. Ça Oui. marche. Moi, j'avais une question déjà avant de répondre. Ah, Est-ce que ce sont des... Est-ce que les réponses vont être... euh, est-ce que la vidéo sera publiée après aussi sur... alors, pardon, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, de vous dire. Oui, ce sera publié, donc tu peux garder tes réponses pour toi. D'accord, merci. Et les autres, vous gardez pour vous, vous les partagez, comment vous faites? Une chose qui n'est pas publiée, par contre, parce que c'est pas enregistré, ça va être le chat. Donc, répondez dans le chat. Lui ne sera pas diffusé. Et comme ça, je ne dis pas vos prénoms et je dis juste les réponses. Parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire des bêtises. J'ai arrêté de partager un truc, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, mais quand je partage, j'ai pas de chat. Comment ça se fait? J'ouvre le chat. Ok, il est là. Ça marche. Super. Ah, il va s'ouvrir, il va pas s'ouvrir. Bon, là, je vais partager. Et je suis en train de partager ça, la présentation. Mais j'ai arrêté la présentation. Ok, il faut que je la relance. Je vous laisse le temps de réfléchir. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je Tu vous n'as les plus repartage. le... Oui, oui, je vous les repartage. Ouais. Je suis en train de le remettre à l'écran. Si vous savez comme mon cerveau pédale quand je suis en train de gérer tout ça à la fois, et vos réponses, et à ce que je vais penser, ce que je vais dire après. À la fin du week-end, je suis ouf, épuisé.
Ok, j'ai pas le chat. Du coup, je vais prendre le chat sur. Ouais, je vais tricher. Je vais me reconnecter avec mon téléphone pendant que vous répondez. Si vous voulez pas répondre en direct, ceux qui veulent répondre en direct, faites-le. Je prendrai vos réponses avec plaisir. Hop, Zoom, ouais. Donc, on a eu 4 et 6. Démarrer. Restez quoi? Bien sûr, pas de micro. Voilà, c'est bon. Je vous retourne dans le chat. Alors, comme beaucoup de Xéniens, je ne me reconnais pas dans les réponses. D'accord. Je ne sais pas ce qui est normal. Euh, C'est normal, ce que tu sens normal ou pas, en fait. Je peux pas te dire mieux que ça. Il y a une autre, c'est proche du 5. Pourquoi j'ai ce retour audio? C'est pénible. J'ai toujours ce retour. 4 et 6, plutôt 4 et 1 sans savoir. La 6, j'ai la réponse d'après tout le monde. 2, 4, 5 réponses. Ok. Ok, donc on a de ce que je vivais enfant, oui, c'est différent, c'est 1 et 5. Avec le regard 2 et 5. Avec le regard adulte 2 et 5. Donc on a pas mal de 5, du 4, du 6, du 6. Il n'y a pas de 3. Bon, je suis étonné. Il y a toujours un peu du 3. Non, je rigole, il n'y a jamais du 3. Il n'y a jamais des gens qui sont là, qui passent une journée avec moi, qui ont 3. Les gens qui ont des familles parfaites, euh, je ne les connais pas. Euh, ok, donc je peux donner la suite. La bonne réponse. Les phrases. Je vais m'en... Oh, moyen de couper ça. 2 secondes. Je fais un problème technique. Pourquoi j'ai du son? Euh, Paramètres. Ok. Là-dessus. Bon, bah tant pis, je vais m'écouter. Je vais couper ça d'ailleurs, je l'ai plus mis. Ouais, les réponses. On reconnaît la loyauté familiale archaïque à certaines phrases. Les phrases qui disent ma famille est parfaite, était parfaite. Et les 4, le 5 et le 6, vous êtes potentiellement loyauté familiale archaïque. C'est un signe extérieur. D'accord? C'est pas une certitude, mais il y a un indice. Ok. Pourquoi? Alors, il n'y a pas que ces phrases-là, il y en a d'autres aussi. Il y a souvent, j'ai entendu, mon père n'était jamais là, donc j'étais libre. Ou 8, ma mère était une angoissée de la vie. Ça peut là pour le père, hein, s'il est angoissé, c'est pareil. Pareil, on peut inverser la 7 et la 8 pour la mère et le père. Le 9, ma mère a perdu la sienne très jeune. On a toujours été très fusionnels, elle et moi. C'est ce que nous racontait Valérie tout à l'heure avec cette jeune femme qui a perdu son père très jeune. 10, si mes parents mouraient demain, ce serait insupportable. 11, mon père est tombé très malade quand j'étais petite. Voilà. C'est ce genre de phrase qui va faire que je vais avoir un indice que les gens sont potentiellement en loyauté familiale archaïque. Ok, je coupe ça parce que j'ai ce retour audio qui m'agace. Voilà. Donc, ces phrases sont toutes celles qui, avant toute chose, c'est important, avant toute chose, pardonnent ou excusent ce qu'ils ont été ou ce qu'ils ont fait et pas fait. C'est-à-dire que si d'emblée, vous me racontez les phrases 4, 5, 6, euh, oui, c'est ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hein, il y a des chances que vous soyez en loyauté. Pourquoi? Parce que vous prononcez ces phrases, parce que de toute façon, j'ai que 2 parents. Je n'en ai que 2 parents. Je n'ai que 2 parents. C'est une boulette qui n'est pas corrigée encore. J'ai que 2 parents et je ne peux pas les changer. Alors à quoi ça sert de me torturer avec ça?
vous êtes obligé de rentrer dans le déni puisque vous ne pouvez pas changer vos parents. Ça, c'est le message que vous allez recevoir tout le temps. On ne change pas ses parents. On choisit pas sa famille. Ça, c'est la petite corrélation dans le social. Donc, vous faites l'autruche. C'est obligatoire. Vous n'avez pas d'autre solution que, bah oui, mais je peux pas les changer. Et en fait, c'est de là qu'est partie la theft. J'ai eu la même semaine, en même temps, deux jeunes femmes à peu près le même âge, 30-35 ans, qui sont venues me voir en me disant, une, elle avait des douleurs monstrueuses de partout, et elle avait fait tous les examens impossibles du monde, il n'y avait rien de médicamenteux, de médical, voilà, je vais y arriver. Et l'autre, ses relations amoureuses, c'était une catastrophe, et elle souffrait énormément parce que toutes les semaines, elle allait voir sa famille et toutes les semaines, elle ressortait de là-bas en pleurant. C'était le week-end d'enfer, mais elle y allait parce que bah, c'est mes parents, alors j'y vais. Célibataire et qui n'arrive pas à se mettre en couple. Et j'ai cherché. Et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps, très rapidement, hein, petite séance, euh, chez la première qui avait mal partout, ses parents étaient de vrais tortionnaires. Je ne peux pas les nommer autrement, dans le sens où elle se faisait battre sans arrêt. Elle s'était fait battre sans arrêt toute petite par ses deux parents, indépendamment, ceinture, martinet, manche à balai, tout, elle a pris plein la figure. Euh, Elle se faisait violer par son père, bien sûr. Ça, c'est malheureusement normal dans cet état-là. Euh, Elle avait des horaires très très stricts. Il fallait qu'à 5h30, elle soit rentrée, parce qu'elle avait 30 minutes à pied, bien sûr, pour rentrer de l'école. Tu ne venais pas la chercher, non. Il n'y avait que 30 minutes, tu l'as fait à pied, ça va. Et si à 5h30, elle n'était pas à la maison, la porte était fermée et elle restait dormir dehors. Elle me dit, j'ai passé des nuits dans la niche du chien parce que je n'avais pas d'autre abri que ça, quoi. Euh, Elle se souvient que petite, quand il partait au marché, il l'emmenait pas. Non seulement il l'emmenait pas, mais il l'enfermait dans le placard pour pas qu'elle fasse de bêtises. Donc en fait, c'était des monstres. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, et j'aurais pu être dénoncé pour maltraitance, clairement. Et elle avait mal partout. Donc je me suis bien rendu compte qu'il y avait un truc qui avait déconné auprès de ses parents et que en fait, cette douleur de son corps, c'était juste une façon d'exprimer le déni qu'elle faisait sur toutes ces douleurs émotionnelles qu'elle avait vécues enfant. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais les faire remonter. Je prends n'importe quelle douleur qu'elle a dans les articulations des doigts, par exemple, je vais faire exprimer le ressenti de ça, remonter à la source, et il va se passer quoi? Elle n'a aucune ressource. Cette jeune femme n'a aucune ressource de valeur, d'estime d'elle-même. Elle pourra jamais, ne serait-ce qu'exprimer, parce qu'elle va se trouver dans un monstre de marasme torsionnaire, et c'est pas possible. On a un outil en PNL qu'on utilise énormément, qui est le reparentage, où on devient l'adulte de son enfant intérieur pour le protéger. Mais même elle, en tant qu'adulte, elle était incapable de quoi que ce soit. À 30 ans, elle n'était pas en relation. Alors si, toutes les relations qu'elle avait eues, c'était des hommes qui la battaient, qui la trompaient, qui l'ignoraient complètement. Donc bien sûr qu'elle n'avait pas d'enfant, c'est sûr. Et elle avait donc aucune valeur dans rien, donc impossible de travailler avec elle, puisqu'elle n'avait aucune ressource à proposer, même à son enfant intérieur. Et là, j'étais un peu sec en disant, ouais, mais alors là, on est mal barré parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Et la deuxième, qui avait des problèmes de couple, elle avait eu la violence physique de son père toute son enfance. Elle prenait des baffes sans comprendre pourquoi. Ça lui tombait dessus quand elle regardait la télé, quand elle mangeait, n'importe quand. Son père passait sa colère sur elle sans prévenir, sans raison et sans prévenir. Et sa mère la rabaissait, l'humiliait dans sa féminité, la traitait de pute, de salope, de n'importe quoi. À partir du moment où la petite fille de 4 ans met du maquillage pour ressembler à une princesse, c'est une salope et c'est une pute. Donc voilà, c'était son monde à elle. Et j'étais à Grenoble quand j'ai vu la deuxième dans la semaine. J'avais vu la première la semaine d'avant. La deuxième, je la vois dans la semaine à Grenoble. Et je me suis remonté dans ma voiture et réfléchir en disant, waouh, qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. On est parti pour des dizaines de séances parce qu'en décodage biologique, je peux juste leur faire remonter à leurs blessures, exprimer le ressenti, mais tant qu'il n'y a pas de ressources,
Je vais vider des trucs, mais je vais rien corriger. Je dis, OK, bon, alors, à ces deux-là, c'est quoi leurs problèmes principaux? Leur problème principal, ou leurs problèmes principaux au pluriel. C'est leurs parents. Bien sûr que là, c'était évident que des parents tortionnaires comme ça, bah, ça pouvait pas se passer bien, quoi. D'accord. Et tout de suite, il y a la phrase qui est venue, ben oui, mais ses parents, on ne peut pas les changer. Ah, mince, je suis coincé. Et là, je me suis dit, attends, j'ai appris en PNL qu'on peut inventer ce qu'on veut et faire croire ce qu'on veut à l'inconscient. Donc, pourquoi j'arriverais pas à faire croire à l'inconscient qu'il a d'autres parents et qu'on peut faire différemment, que les ressources peuvent venir de ces autres parents qui seraient merveilleux, par exemple, et qu'on puisse y remplacer ceux qui sont pas merveilleux. Ouais, mais c'est pas possible. On va essayer. Et je les ai revus régulièrement, toutes les deux. Je leur ai payé une séance sur deux, parce que je leur ai dit clairement, moi là, je n'ai pas la solution, je suis en train d'essayer d'inventer un truc, donc si vous voulez bien participer, je vais vous aider. Vous me payez que la moitié de tarif des séances, et puis on va tenter d'avancer. Celle qui avait des douleurs a arrêté avant la fin, on n'était pas loin de réussir, mais elle a arrêté avant, et celle qui avait pas ces douleurs, donc qui était sur Grenoble, elle a continué, elle s'est accrochée, et ça a avancé, et on a changé des choses, et enfin on est arrivé au travail. J'ai mis 9 mois à arriver à monter ça, à lui faire sortir un peu de son truc. Et donc, j'ai obtenu dans ces 9 mois une façon de faire qui n'était pas des séances individuelles parce que je voulais pas repasser 9 mois avec une autre personne. Donc, ça correspondait à peu près à une petite dizaine de séances. Et du coup, j'ai concentré ça dans un espèce de processus que je donnais aux gens qui avaient ce genre de problème. Au bout d'un an que je l'ai donné à des gens, déjà, j'avais que 50% des gens qui le faisaient. Donc ça m'agaçait parce que j'avais perdu 50% des gens qui étaient venus me voir pour leurs problèmes et j'avais pas pu répondre à ça parce que je leur donnais un processus et tout ce que je savais faire. Dans les 50% qui restaient, il y en avait euh, 20% qui avaient très bien réussi, qui étaient super contents et c'était réglé, et 80% où c'était un peu moyen. Donc moi, ce résultat-là, il ne me plaisait pas. Et quand j'ai fait le bilan de tout ça, en reprenant tout leur dossier sur un an, je dis, OK, faut que je fasse autre chose. Et c'est juste le moment où il y a une dame qui était arrivée à qui j'ai donné ça, qui m'a dit, ah mais non, mais moi, je peux pas faire ça toute seule. Vous n'avez pas un stage, un machin à proposer? Stage, j'ai jamais fait de stage, j'ai jamais organisé de stage, je sais même pas comment on fait. Mais OK, c'était peut-être la solution. Donc, je suis passé sur le truc, sur l'idée du stage pour travailler en groupe. Et il s'est trouvé que c'était très, très bien, que c'est comme ça que ça a démarré et que j'ai commencé à travailler avec des gens en groupe en stage et que j'ai pris l'expérience de tout ce que je faisais en groupe en stage pour remettre dans ce processus que les gens pouvaient faire en parallèle en solo aussi. Et aujourd'hui, on peut travailler dans les trois. Mais le déclencheur, ça a été cette phrase-là. Ça a été tordre le cou à cette phrase-là. De toute façon, j'ai que deux parents, je ne peux pas les changer. Non, on ne peut pas les changer, mais on peut faire croire à l'inconscient autre chose. Comment on fait? Ben, c'est de la PNL, on lui fait croire ce qu'on veut. On va donc lui proposer une autre piste que ce qu'il a vécu, et pour que l'inconscient ait envie de suivre cette piste-là, il va falloir lui donner bonnes raisons. D'accord? Et là, c'est élaborer tout le système qui va faire. J'explique comment vous êtes coincé dans la loyauté, parce que tant que vous n'avez pas compris comment, on ne peut pas trouver la solution. Donc, pourquoi on n'a que le déni comme solution jusqu'à aujourd'hui? À cause du mode de construction de cette loyauté familiale archaïque. Alors, c'est moi qui ai donné ce nom-là, hein. C'est moi qui ai dit, ça s'appelle loyauté familiale archaïque. Pourquoi? Parce qu'on est loyal à sa famille et que ça vient des temps anciens, donc c'est archaïque. Comment ça marche? Cette loyauté s'est construite depuis le début de l'humanité. D'accord? C'est pas vos grands-parents, hein? Euh, et même avant. Et elle s'est renforcée par deux autres systèmes plus récents. On a ce que l'humanité a vécu dans la grotte de l'homme préhistorique, au niveau très très archaïque. On a la religion, les dogmes religieux, et on a la thérapie. Parce que bien sûr, la thérapie va compter dans ce système-là, c'est le système le plus récent. Le truc, c'est que la religion et la thérapie découlent, quand on commence à regarder d'un peu plus près, de ces croyances archaïques. Donc, avant de les changer, celles-ci, on a besoin de taper fort. J'explique. Chez l'homme préhistorique, pour survivre à ces temps
anciens, très anciens, immémoriaux. Pardon, on est nomme. On est reconnu comme humain à partir, non, selon les paléontologues, à partir du moment où on commence à enterrer nos morts, à honorer nos morts. Avant ça, on vit en groupe. Il y en a un qui meurt, on le laisse dans le bout de son champ, dans le coin de son fossé, on ne s'en occupe pas. Et à partir de moins 3 millions d'années, on commence à faire des sépultures pour enterrer nos morts. Là, on considère la mort comme un événement particulier, et c'est ça qui va nous désigner comme être humain pour les paléontologues. Il y a plein de gens qui ont plein d'autres signes, mais peu importe. Euh, pour moi, c'est le plus logique, c'est honorer ses morts. Ça veut dire qu'on honore les gens et qu'ils ont une importance autre que survie de l'espèce. Donc, vous allez ouvrir vos micros. C'est pas personnel. Vous pouvez parfaitement parler de ça. L'homme préhistorique, le bébé, l'enfant chez l'homme préhistorique, de quoi il a besoin pour survivre? De maman. À manger, l'allaitement. Nous, tu l'as déjà fait il y a 2 mois, celui-là. C'est normal que tu aies la réponse. Ah bon? Je te promets que je ne me rappelle même pas. Et ce jour-là, j'étais pas présente. D'accord. Ok. Donc, il a D'accord. besoin de manger. Ok. Et pour manger, comment la nourriture lui arrive dans la bouche? Par le sein de maman. Et pourquoi? Parce que maman a l'instinct de nourrir son enfant. Ouais. Est-ce que c'est l'instinct? La survie, pour la survie de l'espèce. Est-ce que c'est que l'instinct? Et c'est là la grande question, c'est si c'est l'instinct, ça roule. À partir du moment où l'homme est humain et qu'il va développer des sentiments, en même temps que j'honore les morts, va naître aussi l'amour et la relation. Mhm. J'apprécie l'un ou l'autre. Et l'enfant, pour survivre, il faut que sa mère choisisse consciemment de le nourrir. Si elle ne le choisit pas pour une raison X, Y ou Z, il n'est pas nourri. Donc la seule façon d'être sûr d'être nourri, c'est que maman s'intéresse particulièrement à cet enfant. Donc, est-ce que c'est les prémices de l'amour ou pas? En tout cas, ça ressemble à je m'occupe de mon enfant spécifiquement. Je fais des choses pour lui. D'accord? Mhm. Donc, nourrir, mais pas que nourriture, il y a aussi, à l'époque, la chaleur. Si maman ne réchauffe pas, étant donné qu'il n'y a pas de couette, il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de radiateur électrique, il n'y a pas de chauffage au sol, si je ne suis pas réchauffé par le corps de maman, je meurs. D'accord. Juste sur une nuit, fraîche d'une été, ben, je chope n'importe quoi et je meurs simplement de ma fraîche nuit d'été. Donc j'ai besoin d'être collé à maman, j'ai besoin de sa peau, j'ai besoin de son contact, c'est archaïque. D'accord? Et encore une fois, maman va prendre ses enfants contre elle pour réchauffer, ben, si elle a un intérêt, elle. D'accord? Parce qu'elle a déjà vécu toute seule sans enfant et se coltiner des marmots collés en permanence, c'est pas forcément le plus agréable. Il y a peu de liberté. Donc oui, l'instant maternel de nourrir, soit, mais il faut que ça passe par un geste volontaire. C'est pas une distribution automatique de lait, ni de présence. Il faut que maman le fasse. Et donc, le besoin qui va assurer la nourriture et la chaleur, c'est une Protection? espèce d'amour. D'accord? Si maman m'aime, elle va faire des choses pour moi. Si elle me rejette, et c'est plus dans l'opposé qu'on va le voir, hein. Si maman me rejette, ben je meurs. Donc l'inverse du rejet, c'est l'amour. On est basique dans notre cerveau, hein. C'est soit je suis rejeté, soit je suis aimé. Je ne suis pas entre les deux. Et, euh, et encore plus. De quoi l'enfant de l'homme préhistorique a besoin? L'enfant de l'homme, je parle de l'homme, homme, celui du bas là. De quoi il a besoin pour survivre? De protection contre les Protection. prédateurs? Protection, quoi d'autre? De bruit, De bruit. oui, des bruits qu'il y a autour. Parce que dans le ventre de la maman, il y avait toujours des bruits. Donc, s'il est tout à fait dans le silence, je pense que c'est pas bien pour lui. Il lui faut Donc des bruits. c'est son père Voilà. qui doit faire du bruit, c'est ce que tu dis? Non, pas forcément. Alors, L'entourage, tout l'entourage. ma question, c'est de quoi il a L'entourage. absolument besoin du père? De Ah, l'entourage, en fait. De le garder avec eux. De ne pas être Ouais, abandonné. on s'approche. Oui. Comment il va faire pour être gardé tout le temps avec eux? Eh bien, il va avoir une place dans proximité. le clan. Hmm.
Donc le père va devoir le protéger, lui donner sa place dans le clan, donc lui donner une valeur. Ah Et oui, pour donner une valeur, il faut qu'il le reconnaisse comme appartenant au clan. Pas forcément comme son fils, parce qu'il y a un peu des doutes euh, paléontologiquement là-dessus, euh, mais au moins appartenant au clan. Et oui, s'il l'a fait, s'il l'a vu naître, il sait que c'est le sien, donc il appartient à son propre clan, lui, de très très proche. Cette reconnaissance de l'enfant va lui donner la protection du père et sa place dans le clan. On est d'accord? Ok. Une fois qu'il a grandi, qu'il a eu la chance de devenir adulte, qu'il n'est pas mort dans n'importe quelle souffrance qui peuvent se passer à l'époque, parce que le taux de mortalité devait être quand même bien balèze. Vu le temps qu'on a mis à développer notre humanité, sur des millions d'années, ça peut être bien sympa. Une fois qu'il est devenu adulte, de quoi il a besoin pour survivre? Continue à manger, Ouais, comment il fait? il va chasser. Et il va chasser comment? En gros, Est-ce qu'il prend son petit lance-pierre, il va chasser tout seul? Non, sur le modèle de ses parents. il faut qu'il chasse en groupe. Oui, Il n'y a que parce qu'il va chasser en groupe qu'il va pas devenir la proie dans la forêt. Parce que sinon, il devient la proie de la troupe de loups qui va croiser. Et il pourra jamais abattre un animal, un gros animal pour le rapporter à manger. Ils ont besoin d'être à plusieurs pour le porter, porter la proie une fois qu'elle est rapatriée. Donc on chasse en groupe, et c'est le groupe qui va assurer la sécurité du chasseur. Donc j'ai besoin de quoi pour me nourrir? d'avoir ma place dans le groupe aussi, M'avoir ma place. Et comment je fais pour garder ma place dans le groupe? avoir une Je valeur. suis le groupe. Je suis le groupe. Ouais. Je suis loyal. Je dis pas le contraire. Je vais pas me mettre le chef à dos, par exemple. oui. Il a besoin d'être reconnu. Et il a besoin d'être reconnu, mais surtout pour être reconnu, il faut qu'il soit loyal. Oui, C'est sa loyauté au groupe qui va lui permettre de rester dedans pour avoir la protection. Sans oui, loyauté au groupe, il va mm, pas avoir de protection pour se nourrir et pour se protéger. D'accord? Donc, ça va durer 3 millions d'années, moins quelques milliers, quelques centaines, on va dire. On verra ça. Mais on est aujourd'hui vivant parce que à l'époque, pendant des millions d'années, il y a des mères qui ont nourri et réchauffé leurs enfants, il y a des pères qui ont donné leur reconnaissance à cet enfant pour qu'il ait une place dans le clan, et il y a des adultes qui ont suivi les règles du clan pour survivre. C'est ancré très très loin. D'accord? Donc, il est gravé dans mon inconscient, dans la partie du cerveau très 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 archaïque, le cerveau, j'ai perdu le nom, le limbique, le Le reptilien, reptilien, merci. Dans le cerveau reptilien, merci Noujoud, il est gravé que j'ai besoin absolument d'être loyal au clan pour survivre. Et mon premier clan le plus proche de moi, c'est mes parents. Je vais être vulgaire, mais si je chie dans les bottes de mon père, j'en prends une et je dégage. Donc, non, il faut que je file droit. Ce que papa dit, je le fais. Et je vais prendre maman et la brosser dans le sens du poil, sinon elle me nourrit pas. Et là, c'est pas je m'en fous, je boirai du lait. Non, c'est je vais mourir en fait. C'est vraiment archaïque pour la survie de l'espèce. Partant de là, si l'humanité, admettons qu'elle soit âgée de 3 millions d'années, depuis combien de temps je peux vivre tout seul, isolé dans une cabane au fond des bois, dans notre pays? Je ne veux pas chercher plus loin. Alors, isolé dans une cabane au fond des bois, c'est-à-dire je ne crains pas ni les voleurs, ni les ours, ni les loups. Je suis tout seul. Depuis combien de temps? En centaines d'années. Allez. Je crois que je suis tombée sur une de tes vidéos qui parlait de ça, donc je vais pas répondre. Voilà. Quand même, il y a quand même bien des gens qui ont des vidéos. Les autres, vous avez une idée? Bon, c'est récent, je dirais, moi. Allez, c'est combien? 6 mois, 6 mois. 6 mois. Pas, mais Pour moi, 6 mois, à peine. je dirais les années 60. Ah, 60, allez, ça fait combien? 60 ans. D'accord? Euh, C'est ça, hein? Je compte bien.
60 ans. 60 ans, j'espère qu'il n'y a pas de loups et d'ours dans nos montagnes depuis avant 1960. Bon, pour faire un calcul tout simple, parce que je n'ai aucune idée en fait, ça dépend de chacun, de chaque région, de chaque quoi, j'ai pris 300 ans. Je suis large, hein. En 1700, il y a des brigands, il y a des ours, des loups, mais bon, allez, je prends 300 ans. En fait, c'est parce que c'est plus facile à calculer. Pourquoi? Parce que si je mets 300 ans sur 3 millions, je suis à un 10 millième. 300 ans de sécurité si je suis optimiste. Si j'ai besoin de personne, si je peux vivre tout seul depuis 300 ans, ça fait un 10 millième du temps écoulé depuis que l'homme existe. Un 10 millième, ça ne veut pas dire grand-chose pour nos conscients, donc je les ai transformés. Si je prends 3 millions d'années que je les réduis à un an, l'homme est en sécurité. Depuis un 10 millième de un an, ça fait 58, 52 minutes. Ça fait donc, là, ici en bas, je suis en sécurité depuis 52 minutes, alors que ça fait 364 jours, 23 heures et 8 minutes que je cours parce que les loups me filent au train et que je ne vais pas survivre. Je suis en stress depuis 364 jours et là, ça fait que 52 minutes que je suis en sécurité. Vous avez bien la notion que et ça, c'est en 2024. 2025, ça n'a pas changé grand-chose, mais vous avez bien conscience que nos inconscients sont encore dans cette peur archaïque de mourir. Et pour combler ça, il va falloir qu'on attende quelques centaines de milliers d'années pour s'assurer qu'on est bien en sécurité, qu'on risque pas de mourir si maman ne nourrit pas et si on n'appartient pas à un clan. D'accord? Notre évolution va être aussi longue qu'on ne peut pas compter sur elle aujourd'hui. C'est pas en 300 ans que ça va pu se faire, c'est même pas en 60 ans, encore moins en 5 minutes. Je ne fais pas avec 60 minutes, avec 5 minutes, parce que je m'en sors pas. Donc, 52 minutes sur un an, ça fait aussi, si on prend autrement, euh, sur 10 mètres, si 3 millions d'années, ça fait 10 mètres de long, c'est 1 millimètre sur 10 mètres de long. Votre appartement, il ne fait pas 10 mètres de long, mais c'est que 1 millimètre. Bon. On commence à voir que, tiens, ouais, ça fait peu quand même. Donc, à cause du temps que nos inconscients reptiliens ont passé en mode survie, on y est encore. On a encore besoin, archaïquement, de l'amour de maman qui va nous nourrir, nous réchauffer pour pas qu'on meure, et de la reconnaissance de papa pour qu'on ait de la place et qu'on soit protégé dans le clan. Ce qui veut dire que, euh, pourquoi je saute à ça? Euh, Houston, on a un problème. C'est pas normal, c'est pas ce que je voulais. Ah oui, mais j'ai zappé cette partie-là pour partir sur ça après. Bah oui, j'ai fait un beau mélange là, bravo. Pom, 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 pom. Ok, j'ai fait une modif et j'ai pas fait la modif comme il fallait. Alors, on va prendre là. Le partage d'écran s'est arrêté, on va le remettre en route. Ce qui veut dire que ce que je ressens là chez l'homme préhistorique, de j'ai besoin que maman m'aime pour me nourrir, qu'elle fasse le geste vers moi pour me réchauffer, j'ai besoin que papa me reconnaisse pour que j'ai une place dans le clan, ça existe depuis 3 millions d'années. Donc là, au niveau religieux, alors, religion chrétienne, pardon-nous Jude, mais je sais qu'il y a les mêmes préceptes dans toutes les religions. On va parler, pour la religion catholique, du quatrième commandement. Est-ce que vous le connaissez? Moi, je ne le connaissais pas. J'ai dû le chercher pour pouvoir l'écrire correctement. Le quatrième commandement, je ne l'ai pas écrit après, je crois, hein. Dans tout ce qu'il y a après, je ne l'ai pas écrit. Si. Ah. Tu honoreras tes parents ou tu seras chassé de la maison du Seigneur. C'est pas radical, ça? Hum. Ça fait 2000 ans qu'on baigne là-dedans. Tu honores tes parents ou tu dégages. Et dans mon inconscient de moi de trillions d'années, si je dégage, je suis tout seul et je vais mourir. C'est la traduction qui est la phrase d'après, en fait. Donc, ce magnifique quatrième commandement vient nous dire honore tes parents. Donc, archaïquement, depuis 2000 ans,
dans nos sociétés judéo-chrétiennes, on a le message permanent de honore tes parents, honore tes parents, honore tes parents, honore tes parents, honore tes parents. Sinon, tu dégages. On ne peut pas lutter contre. Ça fait 2000 ans. Alors d'accord, ça fait 2000 ans, c'est moins long que 3 millions. Mais en fait, c'est la même chose. Si l'enfant de l'homme préhistorique, il n'honore pas ses parents dans la grotte, il dégage pareil. C'est la traduction juste judéo-chrétienne. Et ça crée un problème. Parce que notre monde judéo-chrétien est très ancré chez nous, même si aujourd'hui on est moins en moins pratiquant. Donc ça a tendance à s'effacer, mais ce message-là, il est encore chez nos parents et il est parfois encore chez nous. D'accord? Moi, j'ai dû le chercher précisément parce que je savais qu'il fallait honorer les parents, mais je ne savais pas la punition qu'il y avait à mettre en face. Voilà. Ben, elle est là. Et de cette phrase-là, depuis 2000 ans, si moi, petit enfant, je râle, je crie et je hurle et je n'honore pas mes parents parce que je ne suis pas d'accord avec eux, je prends ma valise et je dégage. Et ça, pour mon inconscient, c'est impossible parce que je suis en danger de mort. Je ne vais pas survivre s'ils ne me nourrissent pas, s'ils ne me protègent pas. C'est pas possible. Mon cerveau reptilien dit hop, 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 danger, 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 il faut faire quelque chose. Tu fermes ta gueule et tu rentres dans le rang. Et du coup, on dit rien et on se plaint pas. D'accord? Globalement, on dit rien. Il y a 7 hypnothérapeutes qui peuvent le faire parce que ces parents sont fantastiques. Mais globalement, personne ne le fait. Donc, la seule solution, c'est de dire mes parents, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je peux pas leur en vouloir. Et c'est je peux pas leur en vouloir qui est important. C'est là où on est coincé, c'est qu'on n'a pas le droit archaïquement d'avoir l'idée de leur en vouloir. Parce qu'on est coincé dans cette loyauté qui nous dit non, 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 faut que je les honore, et puis ceux qui m'ont fait survivre, etc. Je leur dois la vie. Ça me fait marrer ça. Mais je dois la vie à mes parents. Ah, ils ont fait quoi pour vous avoir? Ben. Ouais, on est d'accord, hein, ils ont fait l'amour, c'est tout. Et puis tout le reste, bon, bah, ils vous ont acheté à manger parce que vous étiez là, mais globalement, à part vous offrir le toit, l'école et à manger, ils ne vous ont rien donné. Et donc, Marie, j'adore les réponses de tous ceux qui ont répondu si, parce que tu n'es pas la seule, ou 7, je sais plus. Euh, Quand je dis j'ai eu tout ce qu'il fallait de mes parents, à manger, l'école et un toit, oui, ça c'est pour survivre. Mais ça correspond à des conditions d'élevage, pas d'éducation, et pas d'élévation, c'est de l'élevage. J'élève mes enfants pour qu'ils aient de l'éducation, un toit et à manger. Mais il n'y a pas à parler, il n'y a pas de notion de protection, il n'y a pas de notion d'écoute, il n'y a pas de notion d'accueil là-dedans. C'est de l'élevage. Donc, j'ai pas à me plaindre. Je suis vivante. Si, en fait, t'as à plaindre. Parce que leur rôle, c'était pas que ça. Donc, on en revient à la même solution. Je dois faire l'autruche et rentrer dans le déni. Le deuxième système qui renforce cette loyauté, c'est notre société morale, celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous entendrez rarement quelqu'un hurler dans la rue ou dans une conversation au détour d'une soirée, dire mes parents sont des monstres. Ça n'existe pas, ça. Il y a personne qui va dire ça. Parce que bah, déjà, ça fait mal de le dire, ça fait mal de l'avoir vécu, mais en plus, je vais être jugé si je dis que mes parents sont des monstres. Parce que ça se dit pas. Oh, quand même, ça se dit pas, parce que les parents doivent les honorer. Aïe, aïe, aïe. Si je dis que c'est des monstres, je les honore plus. Donc, je n'ai même pas le droit de reconnaître chez moi que j'ai souffert des défaillances, juste des défaillances de mes parents. C'est jusque-là que ça va. Et le truc, c'est quand vous allez voir un thérapeute lambda qui n'est pas TEFT, qui n'est pas issu de l'école d'Alice Miller, parce que c'est important, le thérapeute va vous dire, oui, mais bon, il faut leur pardonner, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont pu, les pauvres. Vous ne pouvez pas leur en vouloir. Et il est là, c'est là le blocage, c'est que les thérapeutes dans le système hors Alice Miller, c'est-à-dire Jung, Lacan, etc., etc., les parents doivent être honorés. Il faut leur pardonner. Et donc, on va rentrer dans ce même pardon qu'on retrouve à l'Église. Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et mais quand je pardonne à ceux qui nous ont offensés, avant même que j'ai reconnu la violence de ce qu'ils m'ont fait, je me nie moi-même. Bam! Je dénie ce que j'ai vécu. Et là, je suis coincé. Parce que tant que je suis
intimement, archaïquement, judéo-chrétiennement, moralement euh, euh, programmé pour ne pas leur en vouloir et pardonner, je ne peux pas reconnaître ma blessure. Pourquoi c'est important de reconnaître sa blessure? Parce que je prends toujours cette métaphore-là. Je prends la métaphore du jour, ça n'existe pas, hein? D'accord? Wow, très nouveau message. Vous avez écrit quoi? Non, non plus, non plus. Chez nous, c'est pareil. Rien pour moi de 7 ans. Ok. Donc, ma fille a 3 ans. Elle va jouer dans le jardin avec ses grands frères et sœurs. Et elle tombe, et elle rentre à la maison en pleurant. Je suis tombée, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Ok, ma première réflexe, c'est bisou magique, ça va aller ma chérie, c'est ok. Et parce qu'elle est rassurée, parce que je me suis occupé d'elle, que je l'ai entendue, sa mère a fait pareil, hop, elle retourne jouer. Et puis le soir à table, elle chougne, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Ok, donc là, ça fait quand même 2 3 heures qu'elle a mal. C'est vrai que c'est un peu rouge, je voulais tomber, donc on marque le coup, on met un pansement, on met de la pommade, on met un bandage, comme ça, on s'est bien occupé de ça, puis de toute façon, c'est un coup et quoi faire. Et quand elle va nous réveiller en pleine nuit en hurlant, j'ai mal au bras, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ok, en pleine nuit, là, je sais plus quoi faire, donc bah, je descends aux urgences. Je dis je descends parce que je suis en montagne. Donc je descends aux urgences. Aux urgences, elle est tombée, elle a mal, radio. Et là, c'est cassé. Oups, bijou magique, ça marche pas. Le bandage, la pommade, ça marche pas. C'est évident. Je n'ai pas reconnu la profondeur de sa douleur, donc je ne peux pas la gérer là où elle en est. Je ne peux pas l'aider si j'ai que des bisous magiques à ma disposition. Je ne peux pas l'aider tant que je ne sais pas exactement ce qu'elle a. Eh bien, en thérapie, c'est pareil. Je ne peux pas aller aider mon enfant intérieur tant que je n'ai pas reconnu l'immense douleur qu'il a vécue à cause de ses parents défaillants. Et pour reconnaître son immense douleur, il va falloir que je lui dise, c'est possible de sortir de la loyauté. On peut faire quelque chose. On peut t'aider, toi, enfant, à faire quelque chose face à tes parents de l'époque. D'accord? Hop. Marie, j'ai pas eu d'occasion de te donner les buts d'amour et de réalisation. Ok. D'accord, Marie, très bien. Juste j'explique comment ça fonctionne. Je continue. Juste, est-ce Ouais, que je peux te poser une question? bien sûr, Ça fait écho à la question que je te posais hier. bien sûr. Euh, alors, pas dans le sens de pardon, mais quand tu disais ne pas couper le lien. Ouais. Mais dans le cas où tu as des familles qui ont été ignobles, où il y a eu des sévices, où il y a eu... Hmm. Quel type de lien tu conserves? Rien. Oui, Tu dois te protéger, évidemment. bien sûr. Tu dois te protéger. Et le problème, c'est qu'il y avait une deuxième phrase où personne n'a dit famille toxique. D'accord? Mais à partir du moment où vous reconnaissez que vos parents ont été toxiques, vous êtes déjà sorti de la loyauté. Vous avez déjà fait pas le recul en disant, oh là là, ça n'était pas bon pour moi. Moi, j'ai coupé. Et là, je suis bien emmerdé parce que ma loyauté, elle m'empêche d'aller bosser ça correctement. Parce que il faudrait que je puisse leur en vouloir, mais mon cerveau reptilien, il dit non, 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 t'as pas le droit de leur en vouloir. Donc, on va rentrer dans un système que je développais en TEFT de thérapie familiale où on va aller aider. On, non, le thérapeute va aller accompagner l'adulte que vous êtes à s'occuper de l'enfant qu'il a été. D'accord? Donc, on va utiliser la dissociation, ça s'appelle, pour que on s'occupe de la petite Stéphanie, la petite Isabelle, la petite Noujoud, mais vous allez faire vous en tant qu'adulte. Et parce que vous êtes adulte et conscient de ce qui s'est passé, encore là, ceux qui ont répondu 2 sont conscients, donc ils peuvent le gérer. Ceux qui n'ont pas répondu 2 ne sont pas encore conscients de ce qui s'est passé. Et mon boulot, c'est de vous ouvrir les yeux en délicatesse pour que vous puissiez pas dire, ouais, c'est vrai, j'en ai bavé.
d'accord? Puissiez pas dire. En fait, mon boulot, c'est de vous autoriser à reconnaître que, ouais, j'en ai bavé en fait. Que, comme je lis dans le chat, euh, si ils m'ont aimé, ça devrait me suffire, oui. Mais s'ils m'aiment pour les mauvaises raisons, parce que je suis la remplaçante de celui qui est mort juste avant, ou de leur frère ou de leur sœur, ça marche pas. Euh, si je suis pas protégé dans un cadre sécurisant, c'est-à-dire qu'on m'explique pas que le feu ça brûle, que sauter d'un mur ça fait mal et que on va pas jouer avec n'importe quel chien dans la rue, je suis en danger. Et moi, enfant, j'ai besoin d'être protégé pour pouvoir m'épanouir en sécurité. D'accord? Donc si j'ai pas ça, il me manque quelque chose. J'ai pas la sécurité, je suis en danger. Et quand je suis en insécurité, ben je suis anxieuse. C'est normal puisque j'ai grandi en insécurité. D'accord? Je reprends l'exemple que j'ai déjà donné hier avec cette jeune femme dans sa maison qui est en train de s'effondrer. Elle est en totale insécurité simplement parce que papa il est bipolaire. Mais il n'y peut rien, papa, d'être bipolaire. C'est pas de sa faute, le pauvre. Ouais, c'est pas de sa faute, le pauvre. Mais n'empêche que quand il forme un couple avec ma mère, ils vont quand même donner un père bipolaire à la fille. Donc si papa se soigne pas, est-ce que c'est bien sa place d'avoir des enfants? Si maman voit que ce père ne veut pas se soigner, est-ce que c'est bien sa place de donner à son enfant ce genre de père-là? Ok, donc il y a un moment où ces deux adultes qui font l'amour, ils vont concevoir cet enfant. Donc ils vont décider d'avoir cet enfant. Et s'ils ont cet enfant, parce que hop, il est tombé dans sait pas où, c'est simplement qu'ils ne sont pas protégés. À partir du moment où ils ne se protègent pas, ils sont responsables de leurs actes. Et c'est pour ça qu'on va toujours revenir à une chose super importante. Les adultes sont responsables de ce qu'ils donnent ou pas, et de ce qu'ils font ou pas aux enfants. Un Mais alors là, enfant est... Ouais. pardon, mais du coup, ça me fait tout de suite penser à toutes les personnes qui naissent après un viol. Alors, ouais, tout de suite. Et alors, ça se développe largement. C'est pas la majorité, d'accord? Mais il y a plusieurs types de viol. Le viol conjugal, il Voilà, y a le j'allais dire, c'est pas viol, la majorité, mais il y a eu un temps où quand même, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de viols conjugal que... bien sûr, Enfin, il y a bien eu un sûr. temps où c'était plus. Pourquoi il y a eu du viol conjugal? Parce qu'on était dirigé par du patriarcat, que les femmes n'avaient pas de valeur. Et que les femmes n'ayant pas de valeur, elles se sont pliées au désir de l'homme. Mais ces femmes n'ayant pas de valeur ont subi un patriarcat qui leur a été imposé par des générations. Il y a un moment au début, les hommes se sont mis à rabaisser les femmes et ont pris le pouvoir sur les femmes. Et les femmes n'ont pas pu changer leur état. N'ont pas pu, mais toutes les femmes n'étaient pas dans ce cas-là. Il y en a certaines qui se sont opposées. euh, Il y en a certaines qui se sont opposées au système et qui ont généré le féminisme, qui ont généré les droits des femmes, etc. Donc c'était possible de le faire, elles l'ont fait. Là, aujourd'hui, dans les générations de nos parents, on est un petit peu sorti de ce patriarcat du 19e siècle, on va dire, et il ne reste que euh, des enfants qui sont nés dans des conditions pas top et pas idéales, d'accord? Où ils n'ont pas été forcément désirés. Ou s'ils ont été désirés, c'est pour rentrer dans le moule de la société, c'est pour que les parents aient des enfants parce que ça se fait. D'ailleurs, des enfants qui sont mariés plus ou moins convaincus d'épouser l'autre pour les bonnes raisons, quand ils n'ont pas été forcés. Donc, de toute façon, ils sont soumis à leurs parents. Des enfants forcés à se marier, ils sont soumis à leurs parents. Des enfants conçus pour le regard de la société, ils sont soumis au regard de la société, ils sont soumis à quelque chose. D'accord? Donc, notre boulot, nous, de thérapeutes TEFT, c'est d'aller euh, chercher ces enfants qui ont souffert des agissements inconscients de leurs parents, parce qu'ils ne veulent pas être des monstres, pour la plupart, pour l'immense majorité, j'espère. Ils veulent pas être des monstres, ces parents. Par contre, ils n'ont pas les compétences.
Et à partir du moment où ils n'ont pas les compétences pour élever des enfants, leur boulot d'adulte, c'est de donner le meilleur à leurs enfants. Et pour ça, ils doivent évoluer et dépasser leurs propres blessures. C'est nos boulots de parents. Si je veux pas que mes enfants revivent ce que j'ai vécu, moi j'ai trouvé la solution, hein. Je n'ai pas fait d'enfants à 35 ans. C'était pas possible. J'avais aucune envie d'avoir des enfants parce qu'en fait, mon histoire d'enfant, elle était pas bonne du tout. Pas bonne du tout et pas assez bonne du tout pour que j'ai envie de rencontrer une femme qui a des enfants. Donc, je rencontre des femmes qui voulaient pas d'enfants et ça m'allait très très bien. Parce que c'était ma solution. Je veux pas faire revivre la même chose que j'ai vécue. Donc, à partir du moment où j'ai avancé un petit peu, où j'ai admis, où j'ai entendu que, ok, ce désir d'enfant, il est arrivé. Et j'ai conçu ma fille. Et donc, je l'ai eu tard. Mais il y a des enfants qui veulent, des enfants qui ont grandi, qui veulent des enfants pour les mauvaises raisons. Pourquoi je veux des enfants? Parce que mes enfants vont me donner l'amour que mes parents m'ont pas donné. Une grand-mère qui ne sait pas aimer pour des raisons X, Y, Z, et peu importe les raisons pour lesquelles elle ne sait pas aimer, va générer une femme qui va être la mère de la consultante. Euh, et cette femme, n'ayant pas reçu d'amour, est incapable de le donner. Donc elle va pas savoir dire je t'aime, elle va pas savoir prendre dans les bras, elle va pas savoir accueillir son enfant, tout ce qu'il veut. Elle ne sait pas faire, elle n'est pas équipée pour. Mais c'est pourtant le rôle qu'elle doit avoir pour répondre aux besoins psycho-affectifs de l'enfant. Et là, on rentre dans vraiment du psycho-affectif carré. Un enfant, ça a besoin d'affection. Ça a besoin de preuves d'affection. Et ça a été prouvé par des gens qui ont élevé des enfants, enfin, qui ont élevé, qui ont fait rentrer des enfants dans des enfants d'orphelinat. Dans un côté de groupe où il y avait de l'affection en plus de nourriture, de l'autre côté, il n'y avait que la nourriture, aucune affection, aucun sens. Ben, ceux sans affection, ils sont morts. On ne vit pas, nous, êtres humains, si on n'est pas aimé. C'est vital, l'amour. À partir de là, on va agir toujours a posteriori, on est bien d'accord, hein. On va avoir des gens qui sont issus de ces générations qui n'ont pas su aimer, qui n'ont eux-mêmes pas reçu d'amour. Sauf que ça manque. Ça manque tellement que ma solution pour avoir de l'amour, ben, je la connais. Moi, j'aime ma mère, même si elle ne m'a pas aimé. Donc, je vais faire des enfants pour qu'ils m'aiment. Je vais aller puiser chez mes enfants l'amour que j'ai pas eu de maman. Donc je deviens dépendante à mes enfants, donc je les attache à moi, je les utilise, ils deviennent mes outils pour m'aider à moins souffrir de ma vie parce que je choisis un homme que j'aime pas forcément, avec qui c'est pas la joie, avec qui je me marre pas, mais heureusement j'ai mes enfants. Il y a plein de fois où vous allez entendre, heureusement j'ai mes enfants. Quand des femmes en sont là à dire heureusement j'ai mes enfants, waouh, le poids qu'il y a sur les enfants. C'est eux qui vont porter tout ça et qui vont devoir aider maman à aller bien. C'est horrible. Et c'est horrible d'autant plus que quand on a été à cette place, quand on a été forcé d'aider maman à aller bien parce que sinon elle ne donne pas d'amour, et on sait très bien ce que ça fait, on sait très bien ce que ça donne. Ça donne des enfants en dépendance affective. Si on les aime pas, ils nous font des crises monumentales. Et c'était mon cas, je peux en parler. J'étais dépendant affectif et avant que je comprenne pourquoi j'étais dépendant affectif à ce point-là, pourquoi à ce point-là il fallait que je sauve ma compagne de ses malheurs, j'ai mis longtemps. J'ai mis longtemps après l'accident à comprendre en fait. J'étais juste en train de sauver cette femme qui représentait ma mère, qui n'avait pas eu l'amour qu'elle attendait. Et pourtant ma mère me couvrait de câlins. Mon chéri, je t'aime, c'est génial, je t'aime, mon chéri, je t'aime. Et chez moi, quand je suis arrivé vers 8-9 ans, j'ai commencé à dire, pff, c'est pas très confortable, agréable, cette relation-là. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, j'étais gamin. Juste, hop, 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 j'évitais. Oh, il rentre dans l'adolescence, il veut plus de câlins, haha, c'est rigolo. Non, en fait, j'étais vraiment mal à l'aise. Et j'étais vraiment mal à l'aise, j'ai compris pourquoi après. Euh, Ma grand-mère maternelle est tombée malade d'un cancer du cerveau quand j'étais dans le ventre de ma mère, juste au début de la grossesse. Je ne sais même pas qui est la poule ou l'œuf, parce que personne ne sait me dire exactement. Il n'y a que ma mère qui était infirmière, qui avait donc 22 ans, qui savait que sa mère avait un cancer. Et elle est allée s'occuper de sa mère atteinte de son cancer qui a dépéri au fur et à mesure de ma grossesse.
pendant les 9 mois. Donc pendant les 9 mois, j'étais dans le ventre de ma mère avec l'inquiétude de ma mère qui voyait sa mère diminuer et s'approcher de la mort. Sauf que ma grand-mère avait fait 8 enfants vivants. Elle était enceinte 14 fois. D'accord? Catholique, pratiquante, tout ça, tout ça. Enceinte 14 fois, elle a 8 enfants. Elle a perdu son troisième, celui qui était après ma mère. Ma mère faisant partie des deux grandes, elle a aidé sa mère à s'occuper des plus petits. Et ma mère disait de ma grand-mère, je l'ai toujours vue enceinte, avec un enfant qu'elle tient par la main et l'autre euh, qu'elle porte dans son bras, qui est dans la poussette. Ça, c'est ma mère. Elle est enceinte, elle pousse un enfant, elle en tient un au bras, parce qu'ils ont tous 1 an et demi d'écart et que ça permet ça. Et moi, grande sœur, je suis autour à m'occuper du reste, à m'occuper des plus grands ou m'occuper des autres. Donc cette mère qui a 8 enfants, comment elle sépare ses bras en 8? Forcément, les bras de maman, ils sont déjà divisés en 8. Mais quand en plus, le troisième petit frère, il meurt à 3 mois, parce qu'une incompatibilité sanguine, forcément, maman, elle va souffrir de celle-là. Et si elle ne fait pas le deuil, elle va nommer tous les autres avec le même prénom. Et on va le voir, on va le retrouver. Et du coup, ma mère va perdre sa mère à 3 ans à peu près. C'est l'âge qu'elle a quand elle perd son petit frère. Pardon, 1 an et demi. Et donc, ma mère va jamais avoir l'amour de sa propre mère. Elle va avoir l'intérêt de sa mère si elle peut l'aider, mais pas l'amour. Donc, elle va venir chercher chez moi l'amour, parce que cette grand-mère-là, elle va mourir 3 semaines avant que je naisse. Et ma mère m'a toujours dit, t'es né 3 semaines en retard. Donc, j'aurais dû naître quand ma grand-mère est morte. C'était ce qui était prévu médicalement. Quand ma grand-mère meurt, moi, à l'intérieur du ventre de ma mère, je vois bien la panique qu'il y a. Je décale l'affaire et je vais naître 3 semaines en retard. Elle est infirmière, elle sait de quoi elle parle. Elle connaît son cycle, donc j'ai pas de doute là-dessus. Mais Est-ce qu'il faut qu'on te pose la question, est-ce que tu as encodé quelque chose au niveau de la thyroïde? non, 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 je j'ai sais pas pas. par rapport à ce que tu disais ce matin, dans l'urgence, se dépêcher. Ouais, mais là, il faut ralentir. D'accord. Là, dans ce cas-là, il fallait ralentir, c'est une question de survie. Et le truc, c'est que cette mise en place de ralentissement, elle a servi à rien du tout. Elle a servi à rien du tout parce que quand je suis né 3 semaines en retard, ma mère me colle les prénoms de sa mère. Donc je deviens quand même sa mère, même avec 3 semaines de retard. Et je porte les prénoms de ma grand-mère. Masculinisés soit, mais je les porte quand même. Donc pour ma mère, je suis le représentant de sa mère. Donc elle va m'aimer à fond, puisque je vais lui rendre tout cet amour. Et quand je lui rends cet amour, elle est gavée, remplie des de sa mère. Elle est heureuse avec son petit garçon. Et moi, je comprends pas. J'ai juste compris que la douleur de perdre sa mère, tout ça, il faut que je fasse quelque chose pour moi qu'elle soit pas malheureuse. Donc, je fais quelque chose pour qu'elle soit pas malheureuse. Et ça va se retrouver dans mes couples après. Je vais toujours faire des choses pour que les femmes soient pas malheureuses. Jusqu'à ce que je perde ma propre identité, mon propre sens de moi-même, parce que je dois ressembler à ce que l'autre attend de moi. Et là, on va rentrer dans quelque chose de très compliqué en tant qu'adulte. C'est que si je dois ressembler à ce que l'autre attend de moi, je suis plus moi. Et donc, si je suis plus moi dans un couple, j'ai plus d'intérêt d'être dans ce couple-là. Je me perds, en fait. Et au lieu de me perdre, je m'accroche, je ferme les yeux, je mets les œillères, je rentre dans mon déni et je fonce. Je fonce dans un arbre à 110 km/h, ce qui donne mon accident, mon coma, toute l'histoire. Et là, après seulement, je peux ouvrir les yeux, comprendre ce qui se passe et gérer ça différemment et faire différemment. Je peux sortir de cette loyauté qui m'a mené à cet accident que parce que je suis forcé d'ouvrir les yeux par cet accident. Sinon, j'aurais jamais ouvert les yeux. Et je serais encore en train, dépendant affectif, de m'assurer que ma copine ne sort pas avec ses copines, sinon j'ai peur qu'elle me trompe, etc., etc. J'ai connu ça et c'est horrible. D'accord? Donc, cette loyauté m'a coincé. Et elle va coincer tous les enfants à qui il a manqué quelque chose. Alors, pas dans des proportions comme j'ai vécu, mais il y a des gens qui ont vécu pire que moi, parce que j'ai pas été battu. J'ai pas été enfermé dehors, j'ai pas été violé, j'ai été même aimé. Et mes cousins, quand je leur discute quand je leur parle de ça, ils disent, ouais, mais ta mère, elle était tendre par rapport à la nôtre. Mes cousins, c'est les enfants de la sœur de ma mère. Donc, leur mère à eux n'était pas tendre du tout. Je la connais, ma tante. Enfin, je la connaissais, elle est morte maintenant, mais euh, je sais comment elle se comportait. Elle était gentille, mais pas affectueuse. Parce qu'elle savait pas faire, parce que sa mère n'était pas affectueuse, en fait. Donc, j'ai grandi sans affectif, je suis allé le chercher dans mes compagnes et c'est la cata parce que j'attends de l'autre
qu'il m'apporte ce que ma mère m'a pas donné. Mais l'autre, c'est pas ma mère. L'autre, il est plein de ses conflits. Et comme je dois retraverser mes blessures pour les réparer, je vais en prendre plein la figure toute mon enfance, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, toute ma première partie de vie jusqu'à 28 ans, jusqu'à ce que je explose dans cet arbre. Donc, on m'a dit quelquefois, ah, tu devrais aller voir quelqu'un. Moi, je pilote, moi, c'est moi qui maîtrise, je vais voir personne. Je n'ai pas besoin d'aide. La religion, c'est pareil, je l'ai refusé très loin et j'avais encore d'autres raisons de le faire, mais peu importe. Bref, je voulais tout piloter par moi-même et j'y suis pas arrivé, je me suis planté. Et je me suis planté, mais personne avait su me pointer du doigt que j'étais pas aimé pour moi. C'est ça que j'ai pas vu. Et c'est très difficile d'être devant ce fait accompli de c'est pas moi qu'elle aime, c'est ce que je représente qui va la sauver, parce que ça veut dire que j'ai absolument à ses yeux aucune valeur que la sauver. Cette partie-là de l'histoire, elle n'est pas facile, elle n'est pas confortable. Donc, même si ma mère me couvre d'amour, c'est pas moi qu'elle aime. Et c'est ce que j'ai revécu avec ma compagne juste avant l'accident. Elle m'adorait et elle me disait, c'était le pire que tout, euh, euh, Christophe, c'est génial, si tu t'en vas, je meurs. Là, j'étais prisonnier terrible, je ne pouvais plus partir. Parce qu'il y avait clairement posé, si tu t'en vas, je meurs. Donc, voilà, je dois la faire survivre. Et c'est la même histoire qu'il y a avec ma mère. Si tu m'aimes plus, ben, je meurs, quoi. Je ne suis pas bien. J'ai traversé ça, j'ai réglé tout ça, j'ai compris tout ça, j'ai sorti de tout ça et j'ai pu enfin trouver les outils de mon propre côté pour régler ça. Euh, on parlera de ces outils peut-être, bref, peu importe. J'ai bien compris que si moi, adulte, je ne peux pas accompagner mon enfant intérieur pour affronter ses parents de l'époque, je ne suis pas capable de changer quoi que ce soit. Personne ne peut me faire sortir de ma dépendance affective tant que j'ai pas reconnu à quel point j'ai pas été aimé. Et pour reconnaître à quel point j'ai pas été aimé, il faut que je retourne dans le passé le vivre. Sinon, je suis à distance, je suis loin et je fais l'autruche. Oui, mais bon, ça va, je suis vivant, m'emmerdez pas. J'ai pas eu cette excuse, moi, de je suis vivant, m'emmerdez pas. J'ai eu cet accident où j'ai failli mourir. Et là, j'étais obligé de dire, OK, j'ai failli mourir, tous les médecins me donnaient mort, je suis vivant quand même, je veux pas me louper une deuxième fois. J'ai une deuxième chance de redémarrer ma vie, je veux pas la louper une deuxième fois, donc je vais faire le mieux possible pour pas que ça se reproduise. J'ai toujours cette image j'ai tiré le diable par la queue, j'ai évité sa fourche, mais pas de loin, donc je vais pas recommencer. D'accord? Et là, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai travaillé pour que je règle ça, mais mon objectif premier, c'était je veux réparer mes séquelles de mon corps. Je savais que toutes les séquelles que je vivais, elles avaient un sens et une raison. Et je suis passé par le dégoûtage biologique, puis après par autre chose. Et quand j'ai commencé à avoir de nouvelles relations amoureuses et que j'ai vu que ça se passait toujours pas bien, et que j'ai vu que j'étais toujours en dépendance affective, j'ai dit non, il faut régler encore autre chose. Et je suis allé creuser plus loin avec d'autres outils thérapeutiques qui m'ont permis de comprendre ce que l'enfant attend véritablement de ses parents pour grandir. Et tant que j'ai pas compris ce qu'il attend, tant que j'ai pas accompagné le petit Christophe qui est à l'intérieur de moi pour qu'il exprime son ressenti, tiens, c'est le même message, mais que son ressenti soit entendu par les parents de l'époque, ça marche pas. Ça ne marche pas. Il faut absolument aller faire reconnaître aux parents de l'époque leurs défaillances qu'ils ont eues pour leur enfant. Sinon, je ne peux pas voir la profondeur de sa blessure et je ne peux pas appliquer l'outil thérapeutique qui va bien. C'est comme ma fille qui se casse le bras. Tant que j'ai pas la radio, que je sais pas que c'est cassé, je peux rien faire. Tout ce que je fais, c'est pisser dans un violon. Donc cette importance de reconnaître la douleur, elle est majeure. Tant que je refuse d'aller reconnaître tout ce que j'ai vécu de négatif, je ne peux pas changer ce que je porte, je ne peux pas réparer toutes les incidences que ces manques ont eues chez moi. C'est pas possible. Par contre, pour aller là-bas dans cette profondeur, reconnaître cette douleur, ouais, il faut un sacré moteur. Il faut un sacré moteur, une sacrée motivation pour le faire. Moi, je l'avais, c'était mes séquelles physiques. Après, ça a été ma relation avec la femme avec qui j'étais. Et après, ça a été ma fille. Quand j'ai commencé à voir, quand elle avait 4 ans, qu'elle avait peur de moi et que j'étais comme mon père, là, j'ai dit hop, 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 vite, change quelque chose. Je sais exactement ce que tu es en train de faire, tu agis comme ton père et tu sais pas faire autrement. Donc, change quelque chose.
Et c'est là que ça m'a motivé pour travailler sur moi, pour aller creuser ce qui m'avait construit et le déconstruire en fait. Je me suis rendu compte que j'étais en train de faire ce que mes parents avaient fait avec moi, avec ma fille. Et ça, c'était horrible. Ça a été mon moteur. Mais j'ai dû trouver mon propre moteur. Il y avait personne qui avait fait ça avant moi. Alice Miller, je ne connaissais pas. Si je l'avais lu, peut-être ça m'aurait aidé, j'en sais rien. Mais de toute façon, j'ai eu que ce moteur-là de non, non, ta fille ne veut pas venir avec toi ce week-end parce que tu lui fais peur. Oh, merde. Là, j'ai fait des conneries. Et quand elle a 4 ans, vous dites, c'est déjà un peu tard, 4 ans, mais oui, mais il vaut mieux tard que jamais. Bref, j'ai commencé à bosser, j'ai changé, et j'ai pu changer assez vite pour qu'elle puisse profiter de mon changement et revenir sur un chemin plus juste parce que j'ai pu lui donner ce qui manquait. Sa mère a fait le même chemin aussi, donc on a pu réparer chacun de notre côté, c'était mieux. Ok. Euh, j'ai vu dans le chat plusieurs choses qui sont écrites. Je n'ai que donc, j'ai donc un seul 2, le 2 de la toxicité. Bien sûr qu'une fois, enfin, quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'ils sont toxiques. C'est normal pour nous. C'est normal parce qu'on a connu que ça, parce qu'on n'a pas ce recul qui permet de savoir, là, ça a coincé. D'accord? Une fois qu'on est adulte, qu'on a reconnu qu'ils sont toxiques, qu'on peut dire mes parents étaient toxiques, ok, on va aller pouvoir appliquer le travail. Mais avant de pouvoir reconnaître à quel point ils sont toxiques, on doit passer par une petite étape qui est super importante. C'est 16h38. On va prendre 10 minutes de pause pour que chacun soit bien à sa place dans 10 minutes. Donc 16h48 pour faire ce petit test inconscient qui a l'air de rien, qui est une simple méditation guidée tranquille, qui va vous faire sentir si vous êtes en loyauté, la profondeur de ce que vous portez, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est est-ce que je suis capable d'aider mon enfant intérieur? J'avais juste une question Vas-y. concernant cette loyauté. Ouais, euh, je l'aperçois comme quelque chose de non figé dans le temps. Dans le sens où, et parce que je pense que j'ai un fond humaniste aussi, mais dans les deux sens, je crois fondamentalement au potentiel de l'homme dans le sens où ouais, il est capable de changer, d'évoluer. Et donc, je me dis, une personne à un temps T, donc on va dire qui a été défaillant dans son éducation avec son enfant, ouais. effectivement, on peut être dans la demande de rupture, de lien face à ce parent qui aurait pu être maltraitant, violent, bref. Mais cette personne ayant changé, arrivé à un moment T2, adulte, donc quand l'enfant est adulte, et face à un parent qui finalement s'est adapté, a changé et a une relation différente avec son enfant, et donc retrouver cette loyauté qu'on n'avait pas quand on était enfant, qu'on ne voulait pas. À l'inverse, euh, je me dis qu'il est tout à fait possible de changer dans les deux sens. Et on peut être en loyauté avec son parent quand on est plus jeune, et puis évoluer chacun, mais pas du même côté, et se retrouver adulte à ne plus être sur les mêmes valeurs, ne partager plus les mêmes Et valeurs. c'est Et donc typiquement le genre de pouvoir être gens qui sont capables d'écrire mes parents sont toxiques. Ils sont sortis de la loyauté, sauf que ils ont pris conscience qu'ils sont toxiques, mais il n'y a toujours pas quels outils j'utilise pour réparer ce qui m'a manqué. Parce qu'il y a il y a cette temporalité qui va jouer néanmoins, même si ces gens-là, donc je parle des consultants, ont réalisé que les parents sont toxiques, pour réparer ce que ils ont vécu en tant qu'enfants avec leurs parents de l'époque, ben, c'est plus possible. Même si, alors si je coupe les liens, bah, c'est terminé, j'ai plus de lien et puis bah, j'aurai pas rien, jamais rien. Si le parent qui était toxique quand j'étais enfant s'est amélioré parce qu'il a avancé et réparé, mais qu'il n'a pas conscience de ce qu'il a fait, qu'il est juste plus sympa, parce qu'il s'est calmé, parce qu'il est plus avec cette femme-là qui détestait, qui le mettait en rage et qui le faisait agir comme un con, j'en sais rien pour quelle raison. Bref, s'il a changé, ce parent-là, le consultant voit son parent toxique évoluer, s'apaiser, donc il va chercher à retrouver ce lien-là pour le réparer. D'accord? Le problème, c'est que n'étant plus enfant, il ne peut pas revenir à l'état inconscient de l'époque où
il pourrait recevoir le meilleur parent qu'il a en face de lui. Mais ce meilleur parent qu'il a en face de lui ne serait d'abord pas idéal. D'abord parce qu'il n'est plus le jeune parent de ses 20 ans, d'accord? Et surtout parce que le consultant, lui, il n'est plus enfant. Il ne peut plus prendre ça. C'est pas possible. Donc, on a une relation d'adulte à adulte qui s'est calmée. C'est supportable. On va supporter l'autre. Mais on manque toujours de ce qui nous a pas construit. En fait, une fois qu'on a passé les âges où on n'a pas eu les réparations, il est extrêmement compliqué de pouvoir réparer ça avec son parent, son vrai parent. D'accord? Mm. Il n'y a que si le vrai parent fait un vrai travail thérapeutique profond qui va le remettre à sa vraie place de parent avec toutes ses qualités, comme Valérie a expliqué tout à l'heure, ou l'adulte qui a grandi va pouvoir trouver chez sa mère un accueil, une écoute qu'elle n'a jamais eue. Et là, on va pouvoir commencer petit à petit à réparer tout ça, mais ça prend du temps en fait. Le meilleur moyen, c'est de, de retourner dans le passé, de faire reconnaître aux parents de l'époque qu'il est défaillant, de façon à avoir le droit d'acquérir ses propres ressources par soi-même, parce que c'est ça la loyauté. Elle nous impose d'attendre les ressources de valeur, de reconnaissance, d'amour données par papa et maman. Il n'y a que papa et maman qui peuvent donner. Si je les prends ailleurs, je suis déloyal. Et c'est là qu'on est coincé. C'est-à-dire que tout le travail thérapeutique que je peux faire possible en termes de stage, de valeur, de machin, tout ça, je ne vais pas l'intégrer parce que si je l'intègre, je suis déloyal à papa et maman, c'est pas eux qui me l'ont donné. Mm. Donc la thérapie va fonctionner. euh, la thérapie va fonctionner si et uniquement si je suis reconnu comme victime à l'époque par mes parents et si j'ai le droit donné par eux d'aller chercher mes ressources ailleurs. Là, je peux y aller. Et c'est en fait la clé, c'est aller faire reconnaître ça à l'époque, vraiment dans la profondeur de ce que j'ai vécu. Et si je leur fais pas reconnaître exactement tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas réparer exactement tout ce que j'ai vécu. Typiquement, je vois des gens qui font le travail. Je voyais des gens au début, typiquement quand je faisais le travail, j'ai parlé au passé, où euh, ils vont parler de je ne suis pas accompagné à l'école, je ne suis pas soutenu dans mes activités scolaires. C'est vraiment des bêtises et c'est OK, c'est pas grave, c'est reconnu, c'est validé, hop, c'est réparé. Mais 3, 4 mois après, ils reviennent en disant ah, il y a un truc qui ne va pas, il y a encore ça qui coince. Et le ça qui coince, c'est ce qui n'a pas été exprimé à l'époque. À l'époque, quand on a fait la séance, je veux dire, hein, qu'on est dans le passé, on est retourné là, dans le passé avec ce parent-là, on a bien exprimé clairement. Il a dit OK, je reconnais parce que, ben, OK, il reconnaît. Mais tant qu'on n'a pas exprimé tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti, on ne peut pas le réparer. On n'a pas le droit inconsciemment d'aller chercher une solution, une valeur, j'appelle ça les ressources, qu'on n'a pas fait reconnaître comme défaillantes à nos parents. C'est le blocage en fait. C'est ça qui va bloquer. C'est ce qui fait que les consultants vont tourner en boucle, qui vont revenir avec les mêmes blessures, les mêmes machins. Oui, mais ça avance pas. Oui, mais je voudrais bien rendre la valeur, mais j'y arrive toujours pas. Ah, ça avait bien évolué. Et puis mon chef, il m'emmerde encore. Et puis si, ma mère et tout ça, mon frère. Ben, en fait, c'est des gens qui vont raconter la même chose. Euh, Dans le cas où un parent a pris la décision d'une rupture avec son enfant, ben, il l'a abandonné. Le parent a abandonné son enfant, donc c'est horrible pour l'enfant. Et suivant euh, qui vient te voir en cabinet, tu vas réparer toujours l'histoire de l'adulte que tu as en face de toi en le faisant retourner dans son passé pour comprendre pourquoi il y a eu besoin de cette rupture avec l'enfant, pour mettre un sens sur ça et du coup réparer cette histoire qui a amené à ça. Si c'est l'enfant qui vient voir parce que son parent a coupé les ponts, eh ben l'enfant, comme d'habitude, on va aller voir ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, de façon à ce que l'enfant trouve sa réparation dans sa propre vie, sans compter sur ce parent qui est devenu complètement défaillant, qui même l'a jeté. Ça m'arrive assez souvent, hein, ça, de travailler avec des gens euh, dont les parents les ont rejetés. Non, non, ta sœur, elle peut venir, mais pas toi. Ben, pourquoi? Ben, parce que avec toi, c'est toujours les embrouilles, c'est toujours la guerre, t'es jamais d'accord avec quoi que ce soit. Non, non, c'est bon, on t'invite pas à Noël, c'est bon. On invite ta sœur, mais pas toi. Ouais, ben, on en est là parce qu'il y a des parents qui en sont là encore et qui vont se séparer de ce que renvoie leur enfant qui a ouvert les yeux sur ouais, mais en fait, t'es toxique, papa.
Donc moi, ça ne me plaît pas. Donc je vais te rentrer dedans en permanence pour que tu avoues que tu es toxique. Et en fait, cet enfant qui va chercher ses parents, qui va les titiller, il va juste chercher à obtenir la reconnaissance de ses parents de ce qu'il a vécu. Et comme ses parents sont absolument incapables, à cause de leur ego, d'accepter qu'ils ont pu échouer, ils vont toujours envoyer dans leur veine de leurs enfants. Et ça va mal se passer. Est-ce que je réponds à Écoute, ta question? Non. No, Jude. c'était pas ma question là, c'était de Stéphanie. Mais moi, Oui. j'ai pas. Ma question, c'est quand tu parlais tout à l'heure des enfants qui sont nés par manque de responsabilité de toutes sortes. Bah, quand l'enfant est né par, on va dire, la trahison de la confiance entre les deux parents, ça, ça, ça en fait, je vois pas où la maman peut prendre plus de responsabilité. C'est c'était conçu pas d'enfant et après, on va dire qu'elle lui a fait dans le dos. Du coup, c'est, Si c'est, la mère fait un enfant dans le dos à son mari, elle est responsable de ça? non, c'est lui qui l'a fait, c'est pas elle. Non, non. Attends, non, c'est pas possible. Lui ne peut pas faire un enfant dans le dos de ta mère. Ta mère, elle écarte les cuisses, elle accueille cet homme qui n'a pas de protection, et elle prend pas de pilule. Elle est Oui. responsable de ce qu'elle accueille. Ah, bah, c'est vrai qu'il prenait pas la pilule, Donc, mais elle est responsable. Il n'y a pas de oui, mais mystère. c'était conçu pour qu'elle fasse pas d'enfants. Elle prend pas la pilule pour ne pas faire des enfants. Hein? Elle prend pas la pilule pour pas faire des enfants. C'est antinomique, ça. Elle prend pas la pilule, mais ils sont d'accord de ne pas faire des enfants. Pause. Tu sais qu'à partir du moment où la même espèce s'accouple mâle-femelle et qu'il y a éjaculation du mâle dans la femelle, il y a des chances d'avoir des enfants. Oui, mais il y a une autre façon de faire pour ne pas faire des Non, enfants. ça marche pas. L'autre façon, que ce soit le retrait, que ce soit la méthode température, tout ça, c'est de la blague tant qu'il n'y a pas une barrière mécanique comme le préservatif ou une barrière chimique comme la pilule. Ça ne marche pas. Et même sous préservatif et même sous pilule, il y en a qui arrivent à tomber enceinte quand même. Donc à partir du moment où je ne veux pas d'enfant, je mets en place tout ce qu'il faut pour pas avoir d'enfant. Sinon, je me mens. Ah. Donc c'est toujours la responsabilité de la maman dans ce cas. Mais bien sûr, c'est pas la responsabilité de l'enfant, c'est pas possible. Lui, il a rien demandé, il est venu là parce qu'ils ont baisé. Pardon, mais Non, je parle pas c'est de le mot. l'enfant, je parle du père, je parle pas de l'enfant. Je sais que l'enfant, il est pour rien. Si le père croit sa femme qui a pris sa température, il dit non, c'est pas le moment, on peut y aller. Ok. Il est euh, pas adulte, déjà. S'il veut, lui, Ah, il veut pas d'enfant, il met un préservatif. S'il veut un enfant, il va dire oui, oui, ma chérie, je me retire, c'est bon. Et il se retire pas. Et il est responsable. On est d'accord. ah, ok. Mais s'il en est là à mentir à sa femme, c'est que Mm. sa femme a quand même pas bien ouvert les yeux sur les qualités de son mari. Elle est responsable d'avoir choisi cet homme qui va lui mentir. Ah, d'accord, oui, On est d'accord avec ça? oui. Pour faire un enfant, il n'y a pas de mystère, on est deux. 50% de responsabilité chez chacun des deux. Mm. Quoi C'est- qu'il se Pour passe. toute relation, c'est pareil. Pour toute relation, c'est 50-50. Mais la base, elle est là sur l'enfant. On ne peut pas faire d'enfant s'il n'y a pas deux personnes, en fait. Ça ne marche pas tout seul. Non, non, Si, je à parle part pas de l'enfant. Marie, il y a 2025 ans, mais celle-là, on la compte pas, elle triche. Euh, Blague à part, un enfant est toujours conçu par deux parents. Il y a toujours deux parents responsables d'une façon ou d'une autre que cet enfant est arrivé. Il n'est Mm, pas sorti d'un chou ou d'une rose. Ça ne marche mm, pas. mm, mm. D'accord? Euh, Bien. Bah, Euh, en fait, ma question, c'est pas quand l'enfant souffre de ça, c'est qui doit réparer, quoi? L'enfant. Ouf, Mais c'est oui, il l'enfant. n'y a personne d'autre que l'enfant qui peut réparer. Mais l'enfant devenu adulte. Ah, ok. Il doit Mais réparer quand il sera adulte. alors, on est dans un cas précis et flou à la fois, c'est le bordel. J'aime pas bien ces questions. D'accord. Alors, on se met d'accord pour la fin de la journée du week-end. Quand vous posez une question, vous posez votre contexte. Parce que là, l'enfant, je sais pas de qui tu parles, donc je peux pas te Ah, répondre précisément. Donc, je te ah. réponds à côté et mes réponses sont pas justes. Non, en fait, je voulais dire quand l'enfant, elle est né d'une façon comme ça,
ça veut dire pas l'accord entre les deux parents. Et Mais c'est toujours lui qui doit réparer ou c'est les parents ou c'est quoi? C'est qui? Voilà, les deux. c'était ça ma Si question. l'enfant est majeur, c'est lui qui doit réparer. S'il n'est pas majeur, c'est ses parents qui peuvent réparer, mais ses parents, il faut qu'ils aient conscience et envie de réparer, sinon ça ne marche pas. Ok, d'accord. C'est ça la Voilà, réponse. mais si j'ai pas le contexte, je ne peux pas te répondre précisément. Ok. On m'écrit, d'une manière générale, le blessé est responsable de sa réparation lui-même. Ouais, c'est dégueulasse. L'enfant blessé, quand il devient adulte, il devient responsable de ce qu'il va faire de sa vie. D'accord? Et un enfant blessé parce qu'il est utilisé par ses parents, il va devoir, lui, adulte, prendre en charge son enfant intérieur qui a été blessé par ses parents de l'époque. Il n'y a personne d'autre qui peut l'aider. Je ne peux pas demander à mes parents de réparer leur business, sauf si je suis cette femme hypnothérapeute et que j'ai des parents super ouverts. Là, ça marche, mais bon, c'est pas votre cas. Sinon, vous ne m'écouteriez pas aujourd'hui, hein, c'est clair. Vous verrez C'est d'écouter ça la elle, parce qu'elle a des réponse. solutions. C'est ça la réponse. Sans savoir le contexte, c'était ça la réponse que je cherchais. Est-ce que c'est l'enfant ou bien c'est toujours les parents qui doivent réparer la bêtise qu'ils ont faite? Ben, tu as dit non. Tu as répondu justement, quoi. Les parents ne peuvent pas réparer la bêtise, qu'ils ne sont même pas conscients que c'est une bêtise. S'ils sont conscients. Mais s'ils sont conscients, ils vont faire leur propre travail, c'est tout. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bon, j'ai eu mes réponses. Sans te donner le contexte, j'ai compris comment ça marche. C'est exactement ça qui est écrit, que je vais reprendre. L'enfant est victime de l'agissement de ses parents. Quand il grandit, il devient adulte, il devient responsable de ça. Il devient responsable d'aider cet enfant-là à aller se faire reconnaître victime par ses parents, parce que sans ça, il ne pourra pas se prendre en charge lui-même et trouver ses propres ressources ailleurs. D'accord? C'est ça, on dit le responsable. C'est aller aider l'enfant à se faire reconnaître victime de ces deux adultes pour avoir le droit de trouver ses propres ressources. Sinon, il n'a pas le droit, il reste dans la loyauté. C'est clair et net. Tant que papa et maman n'ont pas dit, ouais, j'ai foiré, ok, je suis responsable, donc attends pour rien de moi, c'est pas possible. L'enfant n'a pas le droit de prendre ses propres ressources ailleurs. Parce que tant que les parents n'ont pas reconnu qu'ils sont défaillants, par loyauté, l'enfant attend de ses parents qu'ils lui donnent ce qu'il n'a pas eu. Et on reste coincé là-dedans. Et donc, si on a beau faire toute la thérapeutique qu'on veut devenu adulte, si on prend toutes les ressources qu'on a, si on a un travail magnifique, où on est hyper reconnu, où on est le roi du monde, ça va pas changer que mes parents m'ont pas donné le droit d'avoir de la valeur. Donc, j'ai le travail magnifique, j'ai le poste magnifique, mais je me sens toujours comme une merde, parce que j'ai pas la valeur que j'attendais. Elle n'est pas venue pour mon travail. Ok. Elle ne peut venir que par le travail thérapeutique où je retourne dans le passé pour faire reconnaître ça. Maintenant, j'aimerais bien qu'on y aille, parce que vous me coupez sans arrêt pour éviter le truc. Je le vous sens là. Vous êtes malin, mais non, non, je ne me laisserai pas avoir. Moi, j'avais juste une petite, mais toujours dans la même veine, on est d'accord? Ouais. Tu viens de dire donc adulte, l'enfant essaie de trouver, enfin, essaie d'avoir une conversation, on va dire, avec ses parents pour qu'ils reconnaissent en fait. Hop, 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 hop. On ne fait pas ça dans la D'accord? réalité du tout. D'accord? On ne fait pas ça dans la réalité du tout. On va utiliser la PNL pour Ok, faire se dissocier l'adulte de son enfant intérieur. Son enfant d'accord. intérieur, c'est lui petit, hein. C'est lui face à ses parents de l'époque. Mhm. On utilise cette PNL-là pour retourner dans le passé, pour voir ce qui s'est passé, pour ressentir ce qui s'est passé, faire reconnaître ça à ses parents de l'époque. Et c'est que quand ses parents de l'époque ont reconnu, ses parents de l'époque, je précise juste, ont reconnu qu'ils n'ont pas été capables de le faire, que l'enfant intérieur aura le droit, à sa place d'adulte, de retrouver ses ressources qui vont le guérir, qui Oui, vont d'accord. remplacer ce qu'il n'a pas eu. D'accord? Mhm. On ne parle jamais à ses parents. Oui, C'est cette idée-là, il n'y a que quand on est hypnothérapeute que ça marche. D'accord? ok. C'est vraiment le cas que je prends toujours en exemple parce que il faut des enfants, des parents hyper ouverts pour qu'ils acceptent de dire, ah ben oui, on fait peut-être pas correctement, on va essayer autre chose. Non, Tout à fait. ça n'existe Mhm. pas. En tout cas, ça n'existera pas dans. Je vais être plus direct. Ça n'existera pas chez vous qui êtes là aujourd'hui. Votre inconscient, il vient me voir parce que j'ai développé l'outil qui permet de réparer ça. Vous ne seriez pas là et pas intéressé si vos parents avaient eu la capacité de régler vos problèmes eux-mêmes. Vous ne seriez même pas là parce que vous n'auriez pas besoin d'écouter ce discours-là. D'accord? Mhm. Mhm.
Et c'est pour ça que quand je pose les questions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais qu'il n'y a personne qui va me répondre les parents sont parfaits. Ou alors il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce qu'il est en vraiment profonde loyauté. Et j'aime bien quand il y a des gens qui répondent deux, non c'est trois, la réponse parfaite, parce que je peux en 3 mots leur faire comprendre qu'en fait non, c'était pas parfait. Et si je dis c'était parfait, et qu'ils sont là, mais écoutez, il y a discordance dans l'inconscient, donc c'est pas possible. Ta. Ok. Donc, Merci. 16h56, à 17h06, on reprend et on fait ce petit exercice d'exploration banale, classique, qui va vous amener ben, plein de choses. Plein de choses de prise de conscience de ce qui s'est passé et surtout de ce que vous pouvez faire de ça. C'est ce qui est le plus important. Donc, prévoyez juste pour le retour à 17h07 maintenant, des mouchoirs. Voilà, et des mouchoirs à côté de vous parce que bon, ça peut être utile. À tout à l'heure. Je n'ai pas faim, surtout pas faim.
Ah, j'ai pas d'enregistrement, ça va être sympa.